Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif. On est très heureux aujourd'hui de recevoir le professeur Mustapha Bouaziz qui était venu dans la première saison de Radio Ma'arif nous faire des podcasts marquants qui sont toujours écoutés aujourd'hui. Mustapha Bouaziz, c'est un historien, c'est un chercheur. Il a longtemps enseigné à l'université de Casablanca, à Ain Choc. Il est aujourd'hui professeur associé à la Sorbonne Paris 1. Il est aussi l'ancien directeur du Centre marocain des sciences sociales de l'université Hassan II. C'est bien ça, c'est Mustapha, j'ai rien oublié. Enfin si, j'ai forcément oublié des choses, mais... Marhaba bik. Merci. Tout va bien? Merci de l'invitation, oui. Oui, on a que des bons souvenirs avec vos podcasts. Celui sur le 19e siècle, il nous a marqué, en tout cas nous, il nous a beaucoup marqué. Même sur Jourdanie, ça nous a marqué. Je sais qu'aussi, pour finir la présentation, préparer un livre, Histoire et citoyen, c'est ça? Non, Histoire et citoyenneté. Histoire et citoyenneté, pardon. Alors si on vous a convoqué, parce que on convoque les gens, c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est parce que vous nous avez proposé au téléphone de nous éclaircir sur le manifeste de l'indépendance. Alors on va commencer ce podcast par rappeler ce que nous on sait, ce que le Marocain normalement informé de 2024 sait, c'est-à-dire que chaque année, le 11 janvier, on commémore un événement qui a eu lieu le 11 janvier 1944, au moment où une soixantaine, je pense, de nationalistes ont rédigé un document qui s'appelle le manifeste de l'indépendance et qui l'ont adressé au sultan Mohamed Khamis. C'est bien ça. C'est ce qu'on commémore aujourd'hui. Oui, avec les précisions suivantes. D'accord. C'est que la célébration de cette date-là, en janvier 1944, d'une manière officielle, est récente par rapport à l'histoire du Maroc contemporain. D'accord. Ça fait combien de temps qu'on la commémore? C'est depuis la moitié des années 80. D'accord. Alors qu'avant, il n'y avait que le parti de l'Istiqlal qui célébrait dans ses locaux et dans son journal, bien sûr, l'Alam et l'Opinion. C'est à partir donc des années 80 que l'État a donc décidé de fêter aussi le 11 janvier comme fête et puis de la promouvoir à la fin des années 80 comme fête nationale chômée et payé. Ça n'existait pas avant. D'accord. Alors ce document, techniquement, il est public, hein, il est facile de se le procurer. Je vais lire juste un petit extrait pour qu'on se mette dans l'ambiance. Hein. Considérant que le Maroc a toujours constitué un État libre et souverain, qu'il a conservé son indépendance pendant 13 siècles jusqu'au moment où, dans des circonstances particulières, un régime de protectorat lui a été imposé, considérant que ce régime avait pour fin et raison de doter le Maroc d'un ensemble de réformes, etc., considérant que le Maroc a participé de façon effective aux guerres mondiales aux côtés des Alliés, considérant que les Alliés ont manifesté leur sympathie à l'égard du Maroc, décide, en ce qui concerne la politique générale, de demander l'indépendance du Maroc dans son intégrité territoriale, sous l'égide de Sa Majesté Sidi Mohamed bin Youssef, que Dieu le glorifie, de solliciter de Sa Majesté d'entreprendre avec les nations intéressées des négociations ayant pour objet la reconnaissance et la garantie de cette indépendance, etc., demander l'adhésion du Maroc à la Charte de l'Atlantique et à la conférence de la paix, et en ce qui concerne la politique intérieure, de solliciter de Sa Majesté de prendre sous sa haute direction le mouvement de réforme qui s'impose pour assurer la bonne marche du pays, de laisser à Sa Majesté le soin d'établir un régime démocratique comparable au régime de gouvernement adopté par les pays musulmans d'Orient, donc il cite le modèle, garantissant les droits de tous les éléments et de toutes les classes de la société marocaine et définissant les devoirs de chacun. Voilà, c'était une lettre donc au sultan qu'on appelle à l'époque Mohamed bin Youssef et qu'on appelle aujourd'hui plus communément Mohamed Khamis. Oui, avec les précisions suivantes. Première précision, le texte officiel, il a été remis non seulement au sultan, il a été remis aux alliés. Il y avait des délégations, chaque délégation était allée remettre le manifeste. Donc il y avait 4 destinations, c'était allé vers ces 4 destinations. Donc les Américains, les Français, les Anglais et les Russes, les Soviétiques. Les Russes non, mais c'est les Français. L'interface, d'accord. À l'époque, il y a un résident général. Parce qu'on est en pleine guerre mondiale, enfin elle n'est pas finie, il faut le rappeler. Oui. Il y avait donc un résident général, c'est Gabriel Piot, qui était affilié à la France libre, dont le gouvernement était à Alger, et dont l'Assemblée générale consultative était à Alger aussi. Parce que à partir du 8 novembre 1942, le Maroc qui suivait la France officielle, celle de Vichy, est passé donc à la France libre de Gaulle. après le débarquement
des alliés, donc à Casablanca, Mohammedia et Kenitra. Donc c'est la première précision. La deuxième précision, le texte que vous avez lu là, c'est une traduction. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Et c'est une traduction qui n'auront pas le sens du texte en arabe. Dans le texte en arabe, il n'y a pas de démocratie. Eh bien, on va le chercher tout de suite. Google est là. Oui, il y a le mot shora. Non, je peux vous dire son problème, il est publié chaque année par l'Alam et par... Donc c'est le mot shora, et c'est d'ailleurs ce qui va faire la différence avec l'autre manifeste où il y a effectivement démocratie en arabe. C'est le texte du... Non, on va en parler, c'est un autre manifeste. C'est le manifeste du 13 qu'on a oublié. Le 13 janvier. D'accord, donc voilà la première précision. Deuxième précision, c'est qu'il y a un ancêtre à ce manifeste. D'accord. C'est un autre manifeste qui était presque une année avant. C'est le manifeste du 14 février 1943. C'est le manifeste des gens du Nord. Et qui a été signé par les deux grands partis qui étaient au nord du Maroc, donc en zone sous influence espagnole. C'est le Parti des Réformes, Parti national des Réformes, dont le leader était Torres, qui a signé donc le texte, et le Parti de l'unité marocaine, dont le secrétaire général était Mken Nasseri, qui a signé ce texte-là, une année avant. Et ce texte-là est très développé, donc il y a 8 pages, et ce que le texte de 1944, donc le 11 janvier 1944, le résume. Il le résume en essayant d'ajouter Shora. Parce que dans celui du Nord, il y a la nation souveraine, la nation, etc. Mais il n'y a pas de démocratie. Donc, déjà, on encadre ce manifeste par 2 autres manifestes. Le manifeste des gens du Nord, le 14 février 1943, et le manifeste du Parti de l'Indépendance, le Parti Shora de Belhassan El-Ouazzani, le 13 janvier. Donc, 2 jours après. Qu'eux aussi ont fait la même démarche en déposant leur manifeste aux différents... disons ceux qui étaient intéressés, les alliés et le sultan. La même démarche. La même démarche. Est-ce que tu peux nous proposer une lecture politique de cette présence du mot démocratie en français, dans la version du 11 janvier, qui n'est pas dans la version de l'année d'avant, explique comment tu peux nous analyser ça, parce que là on est sur les faits, nous on aimerait bien comprendre quel est le mécanisme des forces qui aboutit à cette navigation, cette oscillation. C'est toute l'histoire politique des partis marocains. Alors, c'est l'histoire partisane. Donc cela part en réalité de loin, mais pour suivre dans une conjoncture qui se tient, c'est à partir des années 1934, parce que tout ce beau monde-là, dont on vient de parler, était uni dans ce qu'on appelait le comité d'action marocaine. Le comité d'action marocaine, en 1934, c'était un plan. Ils ont sorti un plan de réforme pour réformer le protectorat et pour amener que le protectorat ne soit pas seulement domination, exploitation et hégémonie. Pour que les Marocains, qui d'ailleurs n'avaient pas de citoyenneté, on les appelait des indigènes, arrivent à avoir les mêmes droits que les Européens, surtout les Français, qui sont au Maroc. D'accord, le comité d'action marocain. Okay. Donc c'est ça, c'est démocratiser, si vous voulez, démocratiser plus ou moins le système du protectorat. On n'est pas encore à l'indépendance. Oui, on est dans la réforme du protectorat. On est en 1934. 1934, et ce document-là était préparé par tous ces gens-là. On retrouve Al-Fassi, on retrouve Torres plus ou moins, mais il n'était pas là, mais on trouve Mken Nasseri, qui a rédigé toute la partie Houbous, etc. On retrouve Belhassan El-Ouazzani, qui a écrit les 2 tiers de ce truc-là. Il faut dire qu'à l'époque, il était lauréat de Sciences Po Paris, déjà. Donc vous voyez. Donc il y a tout ce monde-là donc, qui demande un peu la démocratisation. Et d'ailleurs, quand le projet a été déposé, il a eu le soutien des socialistes et les démocrates français. À leur tête, bien sûr, celui qui dirigeait la revue Maghreb en France. Il y avait une revue Maghreb en France. C'était le petit-fils de Karl Marx, Jean-Louis Longuet, oui, par sa fille, et qui était socialiste. Et tous ces gens-là, avant d'écrire le plan des réformes en 1934, déjà entre 1930 et 1934, écrivaient des articles sur cette revue Maghreb avec des Algériens, des Tunisiens, etc. C'était une revue importante. Vous voyez déjà l'origine du mot Maghreb, d'où ça vient.
Donc, ils étaient ensemble. En 1937, ils vont se déchirer. C'est la première scission. D'accord. Qui va instituer toutes les scissions jusqu'à 2022 dans la fédération de gauche. Donc vous voyez comment la démocratie interne pose un problème. Alors en 1937, il y a création du Parti national. Donc on transforme le comité d'action marocaine en parti pour pouvoir agir. On a le programme, on a le truc. Et d'ailleurs sur ce programme-là... Ce Parti national, il s'appelle comment en arabe? Comment? Le Hizb al-Watani. Hizb al-Watani, tout simplement. Tout simplement, mais il n'a pas duré longtemps. D'accord. Dès la première réunion, n'a pas duré longtemps. Alors, donc, ce plan qui est important, il faut le voir même maintenant, il y a des articles et des idées qui sont encore d'actualité. Le résident général français de l'époque, quand il l'a reçu, il a dit c'est une véritable thèse d'État en droit. Et qu'il y a un tiers des recommandations, des réclamations que la France peut satisfaire immédiatement. Il y a un tiers où il y a possibilité de discuter. Il y a un troisième tiers que la France ne peut accepter que s'il a la volonté de quitter le Maroc, ce qu'elle n'a pas. Donc c'était déjà clair que l'idée d'indépendance était là et que l'autre côté l'a senti, même s'il n'est pas exprimé. Et c'est pour ça donc il fallait passer du stade pensé, du stade proposé, du stade programme, plus ou moins, aller vers... Donc, faire un travail au niveau des masses, au niveau des peuples, etc. Et donc, faire un travail de parti. Ils ont créé le Parti national, mais dès la première réunion, qui va en être le secrétaire général? C'est le premier schisme. La majorité a voté pour Al-Fassi. La minorité pour Belhassan al-Ouazani. Belhassan al-Ouazani s'est senti lésé. Et il a dit que, parce que c'est lui qui était le pivot. Pourquoi il était le pivot? C'est lui qui a créé l'Action du peuple, premier journal nationaliste en 1933. C'est lui qui a, en fin de compte, organisé la première célébration de la fête du trône, le 18 novembre. Presque en enlevant le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, qui était à Fès, en enlevant de là où il était pour l'amener les lieux de célébration. Il ne comprenait pas justement ce qu'on... Et on a fêté son truc contre la présence française, contre les Français qui fêtaient que le 14 juillet. Ils ne fêtaient pas la fête du trône. Donc la première fête du trône préparée, c'était l'Action du peuple, le journal L'Action du peuple, avec à sa tête Belhassan al-Ouazani. Et c'est lui qui a écrit, comme je vous ai dit, les 2 tiers du plan des réformes du comité d'action marocaine. Donc ils se sentaient lésés, et c'est la première session. Donc le Parti national n'a pas duré. Il s'est transformé du côté de l'Istiqlal. Ça ne s'appelait pas encore l'Istiqlal, du côté de Al-Fassi et ses amis. Le Parti national pour la réalisation des réformes rapides, Mousta'jala. Urgentes. Et Belhassan al-Ouazani a créé la Haraka al-Qawmiya. Donc déjà voilà un premier... Excuse-moi, je voudrais bien vous interrompre pour vous poser une question en vérité. Quand on s'intéresse, juste à part peut-être les rivalités qui sont humaines, de personnes, etc., en termes idéologiques, Al-Fassi et Belhassan al-Ouazani, on parle de 2 nationalistes, panarabistes, c'est pas des idéologies qui s'affrontent là. On est quand même dans le même monde, ou je me trompe? Oui, c'est une question, je ne suis pas spécialiste. Moi j'appelle ça, ils sont dans la même mouvance. Voilà, c'est ça. On est dans des rivalités. On n'est pas dans une opposition idéologique. Non, on est dans la même mouvance. Voilà. C'est cette mouvance-là que, donc ça m'a pris 30 ans pour l'étudier, et ça m'a pris pas mal de temps pour sortir du mouvement national marocain, et que j'écrivais avec mouvement M majuscule, national N majuscule, et marocain M majuscule, et que je mettais entre parenthèses MNM, avec des initiales. Ce qu'il y avait derrière, c'est un seul acteur uniforme. D'accord. Il m'a fallu du temps pour dire non, il y a une diversité. Et cette diversité, donc j'ai choisi le mot mouvance, parce que ça donne ça, on va dans le même sens. Mais il y a des variantes. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de terme en arabe qui a la contenance sémantique et linguistique du mot mouvance. D'accord, ça je peux pas... Non, moi je vous le dis. Hein. D'accord. On dit as-saf, on dit tawajjuh, on dit... Mais ça donne pas ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette tendance à l'uniformité, donc le un indivisible et la diversité, et trouver une équation qui rassemble
cela, la diversité et le même sens, ce problème-là est encore présent dans les mentalités et dans l'imaginaire collectif des Marocains. Oui, bien sûr. Ça, je peux, par contre, ça, oui, je peux le confirmer, qu'on a quand même très peur des variantes intellectuelles ou idéologiques ou des mais enfin voilà, tout simplement. Exactement. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Et c'est ça la base de ces différenciations qu'on va retrouver au niveau des manifestes. C'est pour ça que je dis il n'y a pas qu'un seul manifeste, celui de 11 janvier, il y a au moins 5 manifestes qui se sont étalés sur cette période-là des années 30 et de la première moitié des années 40. Alors donc, la démocratie posait problème. Belhassan el-Ouazani, je ne veux pas dire faire court et dire que Illa el-Fassi n'était pas démocrate et que Belhassan el-Ouazani était démocrate. Non, ça c'est caricatural. C'est caricatural. C'est passé à côté d'une complexité vraiment au niveau de la constitution idéologique et culturelle des leaders marocains. Non, il y avait chez les uns et chez les autres. Parce qu'en réalité, Illa el-Fassi a gagné par le vote. Oui, il a gagné par le vote. Il a gagné par le vote de parti. Donc c'est légal. Oui. Mais Belhassan el-Ouazani a jugé que ce n'est pas légitime. Exactement. Donc déjà cette différence entre légalité et légitimité, ça pose un problème. Mais quand Belhassan el-Ouazani donc propose la démocratie et de créer un mouvement vers la démocratie, etc., c'est une différence de taille avec l'autre partie de cette mouvance-là, qui est la partie qui va prendre le nom de l'Istiqlal à partir de 1944. Ça ne s'appelait pas comme ça, c'est à partir de 1944 ça prend ce nom-là, où il y a une priorité à l'unité, que ce soit celle du pays, des territoires, que ce soit celle des idées, que ce soit celle de la direction. Belhassan el-Ouazani, il avait, c'est sa formation de juriste qui lui a donné ça, il était un fervent. Il y a beaucoup de gens lui donnent des adjectifs démocrates et libéral. Ça ne colle pas à mon sens. Ce qui colle à la personnalité de Belhassan el-Ouazani, à ses écrits, à son action, était un fervent partisan du lien de droit. Donc il était dans le lien de droit, il faut aller dans ce sens. Et on le sent. Enfin, on va rappeler lauréat de Sciences Po, déjà. Donc il y a Paris, donc il y avait un côté déjà universitaire, occidental. Occidental par la formation. Tout en étant panarabiste, bien sûr. Tout en étant, il a fait la Qarawiyyin. Et il fait partie d'une zawiya. C'est la zawiya al-Ouzaniya à Faz et à Ouazan. D'accord. Il a un côté traditionnel. Mais ce qui le sort du lot traditionnel, c'est cet attachement presque viscéral au lien de droit. D'ailleurs, on va le voir après avec Hassan II, au niveau des droits, il était très très précis. D'accord. Tous ces gens-là ont été déportés, bien sûr, que ce soit el-Fassi et el-Ouazani. Donc il y a eu toute cette effervescence. Mais en quoi, par rapport au sujet d'aujourd'hui sur les différents manifestes, en quoi cette scission va influer va donner plusieurs options, plusieurs manifestes, plusieurs documents? C'est la genèse déjà du texte de 11 janvier et le texte de 13 janvier. Au départ, justement parce que Belhassan el-Ouazani était exilé à Idzer et Illa el-Fassi était exilé au Moyen-Orient. Idzer, c'est dans le Moyen-Atlas, justement, ça, c'est au Maroc. On est au Moyen-Atlas. Oui. Maintenant, le centre Belhassan el-Ouazani a une antenne importante à Idzer, qui fait du travail, etc. Et Illa el-Fassi est exilé au Gabon. Donc il va revenir en 1946. Il est exilé au Gabon. Donc ils n'ont pas assisté, ni l'un ou l'autre, à la genèse de ces deux documents. Mais les interlocuteurs des uns et des autres avaient des conversations entre eux et l'idée était de faire un seul manifeste. Parce qu'on a, disons, ce lien charnel à l'unité fusionnelle. On a ce lien-là. Donc ils cherchaient à avoir un seul document, etc. Surtout qu'on était sous protectorat, on était en période de guerre. Mm-hmm. Ils ont discuté entre eux, ils ont fait pas mal de séances, etc. Puis après, les Istiqlaliens ont sorti leurs documents avec les noms qu'ils ont mis dedans, 58 à l'époque, et les amis de Belhassan el-Ouazani. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, parce que Belhassan el-Ouazani avait envoyé ses remarques sur le premier texte à introduire dans le truc d'Idzer. Il y avait même un émissaire qui allait à Idzer d'une manière secrète, etc., qui venait, et qui n'ont pas été intégrés. Et c'est... D'accord, donc il a fait le sien. Donc ils ont fait le leur,
À l'époque, celui qui jouait ce rôle-là, c'était deux personnalités ou quoi, qui étaient connues. Donc, Abdelhadi Boutaleb, qui était avec Louazani, et Sharqawi. D'accord. Mohamed Sharqawi. Tu nous as parlé de 5 manifestes. On en a 3 pour le moment. Oui. On en a un du Nord. On a 3 maintenant. Voilà, deux qui se suivent à 2 jours près. C'est ça. Il me manque 2. Alors, dans la mémoire collective marocaine, on appelait le Hajj Abdeslam Ben Nouna du Nord, Oui. la grande famille Ben Nouna, le père du nationalisme marocain. On le répète encore à ce jour. Mais pourquoi le père du nationalisme marocain? C'est parce que les premières actions importantes ont été faites dans la zone nord. Et le Hajj Abdeslam Ben Nouna était un grand notable de Tétouan, un grand connaisseur de la culture et de la langue espagnole. Il avait des relations et il militait depuis 1916 pour l'émancipation du Maroc. Il est un peu plus âgé que Louazani. Oui. C'est la génération d'avant. Oui, c'est la génération d'avant. Oui. Il était un des personnalités importantes de la région et même de l'Espagne. Il était aussi le précurseur de l'industrie. La première fabrique d'électricité au nord, c'est le Hajj Abdeslam Ben Nouna qui l'a faite, etc. Bon. Alors, un événement politique important va se passer en Espagne. C'est les élections qui vont amener au pouvoir les socialistes espagnols, 1930-31. Ah oui, c'est ce qui va donner la guerre civile, ça. La guerre civile, c'est en 1936. Oui, mais c'est cette élection qui va être contestée par Franco, etc. Oui, c'est la création de la République espagnole. Exactement. Oui. Non, parce qu'on a changé on a sauté de pays, donc j'étais un peu... Oui. Donc, à ce moment-là, les nationalistes, surtout le Hajj Abdeslam Ben Nouna, et son homologue syrien, Druze, Shakib Arsalan, qui était une personnalité du monde islamique importante, et qui était pour l'émancipation du monde islamique et en commençant par le monde arabe, ont commencé à dire il y a danger. Pourquoi il y a danger? Parce que dans le programme du Parti socialiste espagnol, il y avait une réclamation qui a duré du temps que l'Espagne n'a rien à faire au Maroc de la guerre coloniale, de toutes les colonies, et que l'armée espagnole dans les colonies doit réintégrer l'Espagne. Nous, on est du camp de la liberté, on n'est pas du camp du colonialisme. Alors, quand vous savez que la présence espagnole dans le nord du Maroc s'est faite par la volonté de la France, parce que le traité du protectorat s'est signé avec la France. Et dans un de ces articles, les premiers, le 3 ou 4, je ne me souviens plus, dans le traité du protectorat, c'est dit la France va négocier avec l'Espagne la zone qui lui revient à l'Espagne, etc. Et d'ailleurs, la France l'a réduite. Normalement, dans les accords d'avant, Fès devrait être dans la zone espagnole. On l'a réduite. Donc, le problème est le suivant. Si les socialistes restent fidèles à leur programme, ils doivent quitter le nord du Maroc. Alors, s'ils quittent le nord du Maroc, et c'est la question d'Abdeslam Ben Nouna, est-ce que nous sommes prêts à prendre la suite et surtout à résister à la France? Est-ce que la sortie de l'Espagne ne va pas amener la récupération de la région par la France? Et la France est forte, etc., etc. Alors, juste pour compléter ton récit, c'est l'article 1er. Le gouvernement de la République se concertera avec le gouvernement espagnol sur les intérêts que ce gouvernement tient en sa position géographique et ses positions territoriales. Donc, c'est la sous-location dès le premier... Exactement. Voilà. Donc, ce qui fait que la France pourrait... Pour elle, elle le récupère, quoi. Avoir la main. Voilà. Comment faire? Et c'est là où il y a une des discussions, pour moi, les plus importantes qu'on ne connaît pas. Même les historiens professionnels le connaissent ça. Il y a une discussion entre ces 4 personnes, 2 vieux, Shakib Arsalan et le Hajj Abdeslam Ben Nouna. Shakib Arsalan était entre... Liban. Oui, c'est un Druze. Non, le Syrien, Libanais, à l'époque, il n'y avait pas encore le Liban. Le Liban était une province du Cham, de la Syrie. Donc, il y avait Shakib Arsalan qui était entre la Suisse et Barcelone. Le Hajj Abdeslam Ben Nouna entre Tétouan et Madrid. Et 2 jeunes. En 1930, 2 jeunes qui avaient 20 ans sont nés en 1910. Alla Al-Fassi et Abdelkhalq Torres, qui étaient étudiants au Caire. D'ailleurs, il va écourter ses études et revenir. D'accord. Et il y a donc tout un document, tout un recueil de lettres entre ces 4 personnes. Comment faire? Et vous savez, des fois, on puise dans l'histoire sans dire comment on a puisé. L'idée d'une autonomie élargie est née à ce moment-là,
Donc ils ont dit, on va aller demander aux Espagnols de ne pas quitter le nord du Maroc et que cet acte-là est un acte anticolonial. Ils nous permettent, nous, sous leur roulette, d'administrer la région dans une sorte de pouvoir local. De pouvoir local ou d'une autonomie élargie, etc. Alors, juste que je comprenne bien, parce que c'est quand même c'est la première fois que j'entends ça. Déjà merci beaucoup. J'ai jamais entendu ça. Donc si je comprends bien. Je l'ai écrit à Zaman. Hein. Oui, je suis désolé, j'ai loupé ça. Mais bon, c'est bien de le répéter. Pour que je sois bien sûr d'avoir compris, que tout le monde ait compris. L'Espagne passe à gauche. L'Espagne passe à gauche sous la victoire politique électorale d'un parti qui se réclame anticolonial, qui explique qu'il va ramasser ses affaires et quitter, comme ils ont quitté l'Amérique du Sud, ils vont quitter ce qu'ils ont, donc entre autres le nord du Maroc et le sud, vu que c'est ça ce qui nous concerne. L'indépendantiste local, Bennouna, nationaliste, se demande qu'est-ce que cette action engendrerait, et ils en arrivent à la conclusion que ça engendrerait très probablement une reprise en main du Nord par la France, qui est en vérité le véritable colon ou protecteur, appelez-le comme vous voulez, dont l'Espagne est juste une sous-location. Voilà. Et donc, plutôt que de se retrouver avec la mainmise de la France, ils négocient un maintien espagnol, plus ou moins de façade, et pour être en accord avec leur idéologie des vainqueurs des élections, accorder beaucoup plus d'autonomie aux leaders locaux. C'est bien ça. Oui, et que cette action-là est une action anticoloniale. Et voilà, exactement. Il y a le paradoxe. Anti-française. En restant, voilà. C'est pour ça que nous permettent au Maroc de continuer. Nous on ironise, on dit ce manifeste-là, ce travail-là, est-ce que c'est un travail d'indépendance ou de non-indépendance? Donc il y a déjà la richesse des écrits. Et ils écrivaient, l'Alfat écrivait avec un nom d'emprunt qu'on a retrouvé. Et ça s'est fait, la mayonnaise s'est faite, avec les idées des vieux, les idées des jeunes, etc. Et ça a donné que le Hajj Abdeslam Bennouna a formé une délégation de notables du Nord. Il a demandé audience au premier président de la République espagnole, Zamora, en emmenant un cahier de doléances ou un manifeste qu'on pourrait appeler. Et c'est le quatrième. Un manifeste. Ils sont allés, ils ont été reçus par Zamora. Ils ont discuté et Zamora avait un problème. D'un côté, il prenait ces jeunes et ces nationalistes marocains en sympathie, mais en même temps, il avait un problème au niveau de l'Espagne elle-même et surtout avec l'armée espagnole. Oui, ce qui va mal tourner d'ailleurs. Avec l'armée espagnole. Non, il l'a géré durant 6 ans quand même. Comment faire? Donc il leur a dit, je vous comprends, je vous reçois, etc. Mais il a refusé de signer l'accusé de réception. Oui, parce que Al-Fassi disait il faut qu'il signe, il faut. Est-ce que Cheikh Barsalane était dans cette délégation? Non, même pas Al-Fassi, c'est les gens du Nord. D'accord. Mais ils ont préparé ensemble tout cela. Ils sont donc revenus, cette délégation, j'ai la photo avec leur djellaba, etc. Bon, vous avez tout le truc, donc les documents sont là à l'appui. Donc c'est ce que vous appelez un des manifestes. Oui, et ça a donné déjà le statut particulier du Nord durant toute la période coloniale. C'est pour ça que les nationalistes du Sud, compris Al-Fassi, quand il y a un problème, et quand ils sont poursuivis par la police, ils vont vers la zone nord. Et c'est pour ça que la zone nord était, de ce côté-là, un refuge important, une base arrière. Et de l'autre côté, ça a développé l'école arabe. Dans le nord. Ça a développé les imprimeries. Et d'ailleurs, même après l'indépendance du Maroc, les livres scolaires qui venaient étaient imprimés dans le nord. Parce qu'il y avait tout ce truc-là. Même jusqu'aux années 80, même les bulletins de vote, etc., ils venaient des imprimeries du nord. Donc il y avait un truc, maintenant ça n'existe plus malheureusement, mais avant, c'était tout ce travail-là. Donc c'est là le quatrième qui est occulté, et c'est là la base de l'Hajj Abdeslam Bennouna, père du nationalisme marocain. 1930. 1930, il est mort avant 1936, donc il n'a pas... Abdeslam Bennouna est né en 1888, juste pour qu'on se mette d'accord, et il est mort en 1935 à 46 ans, donc assez jeune, en Espagne, à Londres. Voilà. Et un franc-maçon. Un franc-maçon, d'accord. Je vous ajoute ça. Bon. Comme Moulay Hafid apparemment, qui est fini dans la franc-maçonnerie également quand il était en exil. Ça, on a vu ça, mais il va falloir... Alors donc, on a donc 4 documents maintenant. Mais attends, il faut que je te termine pour que ça soit intéressant sur le côté d'information pour votre public. Donc, les socialistes ont concédé les colonies à l'armée.
C'est une sorte de partage de pouvoir. Vous nous laissez l'Espagne, on vous laisse les colonies. Et ils ont joué quand même l'armée espagnole, plus ou moins ouverture, fermeture, etc. Mais quand même, c'est des militaires qui étaient là. Et c'est ce qui va créer au sein des nationalistes du Nord une amertume, voire une colère vis-à-vis des socialistes. De la gauche. Et c'est cela que va utiliser Franco pour prendre des Marocains pour aller liquider la République espagnole. Voilà, je ferme la parenthèse. Bravo. Oui, c'est ça, c'est ce sentiment de s'être fait avoir par la gauche et de se retrouver avec sa garde rapprochée, Los Moros et des MZN Maréchal, ça. Voilà, je vous donne donc l'explication. C'est magnifique. Il nous reste un 5e document. Voilà, alors le 5e, c'est ce que j'appelle donc la mémoire. En fait, chronologiquement, le 4e qu'on vient d'écrire, c'est le premier. Hein. C'est le premier, oui. C'est le premier historiquement. Oui. C'est ce que j'appelle la mémoire pulvérisée, celle des communistes marocains. Alors, vous savez, les communistes marocains, au départ, faisaient partie du Parti communiste français. Donc, le PCM marocain ne va se maroccaniser qu'après. Mais ces communistes marocains, dont le Parti communiste français, avaient leur histoire nationale. Ils étaient mélangés entre les Français du Maroc, mais communistes, des Marocains de confession juive, mais communistes, et des Marocains musulmans, communistes. Et en général, cette mouvance, cette tendance au sein de la mouvance nationaliste était durement réprimée. Par les Français. Par les Français, oui. À commencer par le général Noguès. Vous savez, ce qu'on présente des fois d'une manière fausse dans le sud du Maroc, Erfoud et ces régions-là comme étant des camps de concentration de juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, et pour dire que Vichy avait créé des camps de concentration de juifs au Maroc est faux. C'était des camps où il y avait des communistes. Et parmi ces communistes, il y avait des communistes, quelques communistes juifs. Mais surtout des syndicalistes, de tous ceux qui faisaient le travail justement du communisme depuis l'arrivée de Léon Jouveau, le secrétaire général de la CGT au Maroc, le 30 juillet 1930. Alors, je fais une petite parenthèse rapide, excusez-moi, pour orienter nos auditeurs vers un autre podcast qui s'appelle François, originaire de Jalada, si je ne me trompe pas, et qui est l'histoire d'un homme dont le papa a fui la guerre civile espagnole, papa espagnol, républicain, qui se sauve par un bateau de la ville de Alicante, qui arrive en Espagne, qui arrive en Algérie. Le bateau a été surpeuplé et qui se retrouve effectivement dans un camp de concentration, c'est des communistes, et qui va finir, cet homme-là qui nous raconte sa vie, comme géomètre dans les mines de charbon de Jalada. Et donc en fait, pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, on parle là de concepts, de camps de concentration, de la guerre civile espagnole, etc. Et bien avec ce podcast qui est podcast underground, c'est pas un podcast histoire, c'est un podcast sur un parcours personnel raconté par quelqu'un qui l'a vécu, vous avez la même histoire, mais au niveau individuel de quelqu'un qui sait que son papa s'est sauvé sous les menaces franquistes qui encerclaient Alicante, qui arrive en Algérie, qui est passé au Maroc, qui a été enfermé, qui s'est marié avec une Espagnole, qui était apatride parce que Franco a retiré la nationalité aux Espagnols qui ont fui, etc. Donc en fait voilà, allez écouter ce podcast-là, c'est une bonne façon de compléter l'histoire. Pour ceux qui veulent aller un peu vers le détail, vers la micro-histoire, etc., il y a un dictionnaire des syndicalistes maghrébins, le côté, un volume sur les syndicalistes marocains, écrit par 3 grands historiens qui ont travaillé sur le Maroc et le Maghreb, Albert Ayesh, qui était syndicaliste, était enseignant ici à l'UOT, et était syndicaliste aussi, historien de renom, Georges Oved, un autre personnage qui mérite une émission à lui tout seul, économiste, historien et tout ce que vous voulez, et René Galisso. Les 2 premiers sont décédés. René Galisso est encore vivant. Aussi un grand maghrébologue, René Galisso. Ils ont écrit donc ce dictionnaire-là. Dans ce dictionnaire, vous avez tous ces noms-là et de ces camps de concentration, entre guillemets, mais à majorité syndicalistes. Majorité syndicaliste. Syndicaliste. Il y a bien sûr des Espagnols, il y a des Juifs de confession juive, mais marocains. Donc il y a un peu ça. L'amalgame a été fait sur ce sujet-là. Donc on revient aux communistes et leur mémoire pulvérisée. Je reviens donc à cette mémoire pulvérisée. Alors, ces communistes-là des années 30, il y a un personnage. Il y a un personnage qui est marquant. Ce personnage s'appelle, pour que je ne me trompe pas, Jules Joseph Dumont.
Alors, Jules Joseph Dumont, une petite biographie, c'était un Français du Nord, qui a participé à la Première Guerre mondiale et qui a eu donc une incapacité, je ne me souviens pas ce qu'il avait un bras de moins ou quelque chose comme ça, il avait la Légion d'honneur. Il avait la Légion d'honneur française après la Première Guerre mondiale. Il était venu au Maroc. Il s'est installé dans la région de Meknès. Il est allé, il a acheté un terrain agricole à Ain Zawjtat. Il a appris l'arabe, il a appris l'amazigh, il s'est marié avec une amazigh, il a eu des enfants avec elle, il s'est lié d'amitié avec les paysans marocains. Et il a fait un travail vraiment de symbiose avec les fellahs marocains, exactement comme son collègue, l'amoureux, Belhamouria, dans la région de Tadla. Aussi un fellah qui a fait ça et qui était aussi syndicaliste et communiste. Donc on parle d'un militant communiste qui va... Non, lui, il était militaire, il va devenir communiste. D'accord. Mais avant de devenir communiste, il était sympathisant avec les Marocains. Il s'est marié avec une Marocaine, etc. Et puis il a commencé à défendre justement les fellahs marocains. Il est devenu délégué au niveau du marché de gros de Meknès. C'était donc leur délégué, leur truc, etc. C'est à ce moment-là où il s'est lié avec les communistes. Il est devenu une figure du communisme. Il sortait un journal clandestin, l'Action Rouge, quelque chose comme ça, mais j'ai plus le... Bon, déjà, il est viré de l'armée en 1935. Voilà. Non, mais c'est après. D'accord. C'est ce que je vous raconte, pourquoi il a été viré de l'armée. Ils ont interdit l'Orient arabe, l'humanité. Oui, mais pourquoi? Oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que justement, il était devenu communiste, il sortait avec ses amis un journal clandestin communiste, et en 1935, ils ont réclamé l'indépendance du Maroc. Et ils ont réclamé, dans le cadre que prolétaires du monde entier, unissez-vous, il est devenu anticolonialiste totalement, et il réclamait l'indépendance des Marocains et l'émancipation des Marocains. Lui et les autres. Jules Dumont. Oui, Jules Dumont. Ouais. Jules Joseph Dumont. Exactement. Bon, donc il a été donc passible du tribunal militaire. D'accord. On l'a dégradé, on lui a enlevé la Légion d'honneur et on l'a exilé. À l'époque, on ne l'a pas condamné. Bon, il est donc parti en France. On a perdu sa trace, mais on va la retrouver avec le départ de la résistance. Il va devenir résistant du côté de la résistance communiste, des communistes. Il va être pris par la Gestapo et il fait partie de ceux qui ont été exécutés dans le Mont Valérien, dans la banlieue nord de Paris. En 1942. 43, pardon, le 15 juin 43, excusez-moi. 43. Il est arrêté en 1942, le 4 novembre, et il est exécuté le 15 juin. Donc il a dû passer 6 mois, 8 mois difficiles entre les deux. Alors ce manifeste, moi il l'a écrit tout seul ou bien il l'a fait signer aux gens? Comment ça se passe? Non, ça a été écrit par le journal, que lui était partie prenante de ce journal-là. Et d'ailleurs, le texte se termine par une phrase de l'époque, classe contre classe. Il est publié par Albert Ayyash. C'est Albert Ayyash qui l'a publié dans son livre Le mouvement syndical, tome 2, ce qui a 3 tomes. Donc, cette réclamation-là, qui s'est faite dans la clandestinité par les communistes, a eu un écho important au niveau du monde paysan. Parce que l'argumentaire pour réclamer l'indépendance, c'est l'exploitation des paysans marocains et l'exploitation de la compagnie marocaine. C'est important comme legs et comme mémoire. Et d'ailleurs, même des années après, dans ces régions-là paysannes, c'était les seules bases rurales du Parti communiste marocain et du PPS après, pour voir l'ancrage important de cette... Donc ce document-là, il a été enterré, non connu, même par les communistes eux-mêmes. Parce qu'il y avait une coupure avec cette vague de répression et ces camps de concentration. Et une deuxième génération de communistes qui a commencé donc à partir du début des années 40, donc 41-42, ne connaissait pas, avait oublié ce que leurs ancêtres avaient fait. Et ce qui fait que quand ils ont constitué le Parti communiste marocain en 1943, donc quelques mois avant la constitution de l'Istiqlal, avant la présentation du manifeste, ils n'étaient pas au courant que leurs ancêtres avaient déjà eu un document. Ils ont discuté, eux, la question de l'indépendance. Elle était présente. Et ça a été posé par les gens de Tedla. Donc la Mouria et compagnie qui avaient connu l'autre.
Ils l'ont posé, mais ils l'ont discuté politiquement. Ils ont dit on est en période de guerre. Maintenant, la France libre et la France vichiste sont en combat. Il y a possibilité que la France libre arrive au Maroc. Ils discutaient juste avant le débarquement du 8 novembre 1942. Et le débarquement s'est fait. Donc, est-ce que c'est le moment? On est pour l'indépendance, mais est-ce que c'est le moment de la demander maintenant, de la réclamer maintenant en pleine guerre? Est-ce qu'on ne serait pas passé pour des collaborateurs des nazis et de Vichy? Donc ils ont hésité, ils n'ont pas dit nous sommes contre. C'était une position justement politique. Est-ce que c'est le moment de réclamer l'indépendance ou non? Voilà. Mais ça, on va leur faire payer cette position politique d'une manière même idéologique, que les communistes ne sont pas nationalistes, ils ne peuvent pas l'être, etc., etc. Même en 1946, on est encore quand le secrétaire général du Parti communiste marocain, Léon Sultan, dont l'adjoint était à l'État, sont allés voir le sultan Sidi Mohamed et ont déclaré qu'ils sont pour l'indépendance du Maroc, etc. Il y a même un communiqué officiel du sultan de ça. Les autres partis, que ce soit le parti de l'Istiqlal ou le PDI, le parti de l'indépendance et de la démocratie de Belhassan El-Ouazani, toujours montraient du doigt les communistes qui étaient contre l'indépendance du Maroc. Oui, c'est le jeu politique, ça. Oui, mais ça a duré longtemps. Oui, bien sûr. Donc maintenant, on a nos 5 documents. On a un document qui a été déposé à Madrid, un autre qui est sorti dans un journal, un troisième qui était celui des gens du Nord, on est d'accord, un quatrième qui est celui qu'on célèbre, oui, et celui de Louazani qui sort 2 jours après celui qu'on célèbre. Voilà. Donc on en a 5. Merci déjà pour ce tour d'horizon, et ça nous a permis de se promener beaucoup dans les rapports de force et les idéologies de l'époque. La mémoire maintenant, pas l'histoire, mais ça c'est de l'histoire ce qu'on a fait. Oui. Maintenant la mémoire a décidé de commémorer le 4e et d'en faire un jour férié depuis le milieu des années 80. C'est l'État, mais l'Istiqlal depuis l'indépendance, Oui, moi je parle de la mémoire nationale, donc l'État officiel. Ouais. Oui. Donc le 11 janvier, on ne travaille pas. Pourquoi on a choisi, explique-nous un peu comment la démarche intellectuelle qui est visée à sélectionner cette mémoire et d'écarter les autres. Il y a 2 raisons. La première, c'est au niveau de la propagande et de la force de propagande. Le parti de l'Istiqlal était le parti le plus important de cette mouvance nationaliste. Donc il avait les capacités d'effacer les autres. Oui, de les dénigrer, de dénigrer les autres, et il avait son poids. À tel point que même le parti de l'Ouazani, le PDI, parti de l'indépendance et de la démocratie, là on a la démocratie dans le titre. En arabe c'est quoi? Hizb Shura ou l'Istiqlal. Voilà. Après, est-ce que Oui. L'ambiguïté est là. Exactement. Voilà. Non, toute cette mouvance. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure la traduction. Non, toute cette mouvance est ambiguë à ce jour. D'accord. Il suffit là, pour que vous voyez un peu le truc, de lire les communiqués des différentes parties, de l'extrême gauche sur la mort de Nasrallah, et vous voyez les textes. Le leader du Hezbollah, oui. Oui, et vous voyez les textes, on dirait que c'est le Hezbollah qui les a rédigés. La contenance culturelle et même sémantique va dans le sens de ce parti chiite et pas dans le sens des référentiels idéologiques déclarés de chaque parti, même de la fédération de gauche. Non, mais il faut aussi dire, on a abordé un peu le sujet, peut-être qu'il faut, juste pour rappel, on a parlé un peu des idéologies dans lesquelles on naviguait, on est dans les fin des années 30, début des années 40. On a par exemple une forte couleur panarabiste. On a parlé rapidement de Cheikh Ibar Salan, le Druze, qui était impliqué avec Bennouna, etc. On a parlé également du Parti communiste, de la mouvance communiste. Alors peut-être aujourd'hui, avec les yeux de 2024, ça semble loin ces idéologies, mais c'est important de comprendre qu'elles étaient fortes et que les gens s'inscrivaient dedans sérieusement et que ça a impacté qui on est aujourd'hui. C'est-à-dire que les structures, la mémoire qu'on célèbre, les structures, y compris politiques dans lesquelles on évolue, ont été forgées par une période et des gens qui baignaient dans ces idéologies. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un rappel par rapport au fait qu'aujourd'hui on va avoir du mal à on peut pas comprendre sans comprendre qui sont ces gens. C'est pour ça que l'historien décrypte tout ça. Nous, on a un concept qu'on appelle mentalité. La mentalité, attention, ce n'est pas dans le sens de communication. La mentalité, c'est le logiciel intériorisé dans le subconscient collectif et qui guide les pratiques en période de crise, sans penser. Cette mentalité n'a pas changé, même depuis le XVIIIe siècle à aujourd'hui. Elle n'a pas changé, sa structure
est toujours là, elle sort, et c'est ce qui crée ce que j'appelle moi les seuils qui bloquent le passage à une modernité endogène marocaine. Tu penses qu'il y a un logiciel à casser, c'est ça ce que tu dis? Ou à le désinstaller, à faire évoluer. À faire évoluer, upgrade, mise à jour. Oui, à faire évoluer. Alors on revient à cette sorte de mémoire. Donc il y a le politique, la force, le rapport politique. Donc cette force de communication du parti de l'Istiqlal, qui est donc basée en fin de compte sur la culture arabo-musulmane, et qui trouve preneur au niveau pignon sur rue, comme vous dites vous, dans la mentalité globale marocaine. Donc c'est le premier événement, c'est la première donnée. Deuxième, c'est un événement important. C'est que, vous savez, un manifeste ou une motion ou un mémorandum, c'est un texte. Il est créé par une intelligentsia ou une élite, si vous voulez. Il est distribué d'une manière limitée, etc. Ça ne crée pas l'événement politique. Donc il n'y a pas d'événement. D'ailleurs, la preuve, tous ces 5-là, c'est quelques-uns, à part le premier et les 2 derniers, les autres sont passés sous silence. Donc l'événement qui va... C'est qu'il est adopté par les gens. C'est-à-dire, c'est quand ça devient populaire. C'est ça. L'événement, c'est le 29 janvier et le 30 janvier 1944. C'est là où des grandes masses marocaines sortent en manifestation dans la rue, à Salé, à Rabat, à Fès et dans d'autres villes. Je cite que ces 3-là, c'est parce que c'est dans ces 3-là où il y a eu carnage. Et il y a carnage. Des milliers de gens sont morts, on leur a tiré à balles réelles dessus. Ça, c'est le général Leclerc. Et la deuxième division blindée du général Leclerc qui va devenir en France un héros. À l'époque, il était encore en train de se chercher parce qu'il était avec De Gaulle. Il était sorti de l'armée française comme capitaine et il a rejoint De Gaulle. Il a rejoint la France libre, il est passé par l'Afrique subsaharienne en ayant quelques trucs, passé par l'Algérie, mais il a été presque méprisé par le général Giraud qui était en Algérie. Et donc il était venu au Maroc préparer sa division avec le seul horizon de remonter. C'est de revenir en Europe ou en Angleterre et de participer à la libération de Paris. Alors, je fais une petite parenthèse, juste pour qu'on comprenne bien, parce que c'est incroyable à quel point les destins se mélangent. Ouais. Donc, on parle de Leclerc, qui a un boulevard, etc., voilà, qui, au moment où De Gaulle rameute les troupes pour lutter contre la capitulation de Pétain, va être chargé par De Gaulle d'aller au niveau de la colonie française, essayer de retourner les colonies. De retourner l'armée coloniale. L'armée coloniale française. Et il va même d'ailleurs à un moment, après tout ça, finir, je pense, en Indochine, etc. C'est ça. À l'époque-là, la France est occupée. Leclerc est au Maroc, et c'est lui qui organise la répression de ces manifestations de fin janvier 1944, c'est bien ça? Oui, mais parce qu'il avait ses bases à Tmara, c'est là-bas où il a organisé sa division, et ses troupes qui vont après être donc transportées en Europe, mais ses premiers faits d'armes effectifs, c'était à Rabat et à Salé, puis à Fès. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes, par exemple, ou c'est quelque chose qui est difficile à savoir? Mais c'est des milliers, hein. C'est des milliers on n'a pas encore de chiffrage. C'est un massacre. Et c'est bizarre qu'on parle jamais de ça. Enfin, moi, oui, c'est le massacre, c'est écrit. Il y a même des romans écrits par Ghallabi, etc. Il y a un tas de trucs comme ça. Pourquoi ces journées sont importantes pour moi? Parce que tous ceux qui ont participé dans les différents manifestes étaient là, se trouvaient là. Donc alors, les Ouazzani te donnent toute la liste des gens qui ont été tués à Fès par ces gens-là, les Istiqlaliens, Bouabid et compagnie. D'ailleurs, même l'apparition d'Abdrahim Bouabid à Salé, il était à la tête de la manifestation, il a failli se faire tuer. Quand l'armée a tiré à Salé, c'est lui qui dirigeait en 1944 la manifestation. Donc, les jeunes universitaires à l'époque ont occupé la rue, ont occupé même le palais royal. Donc la journée du 29, les journées du 29 et du 30, c'est une journée où il y a ce que moi j'appelle ceux qui ont signé par le sang la réclamation de l'indépendance. On les ignore. Alors que quand on fête le 11 janvier qui était célébré que par le parti de l'Istiqlal, on peut le comprendre. Mais quand l'État l'a pris aux années 80, il a oublié le 13, il a oublié le 14 février, il a oublié les autres, alors que l'événement populaire vers la réclamation d'indépendance, c'est le 29 et le 30. Donc ce n'est qu'équitable de placer la fête, si on devrait avoir une fête, c'est ces 2 journées-là, parce ils réunissent tout le monde, et surtout, il y a des anonymes, beaucoup d'anonymes, qui ont payé de leur vie
Voilà un truc déjà d'histoire que la mémoire ignore beaucoup. Et vous savez, l'avancée de la mémoire collective, puisqu'elle devient moins exclusive que ce qu'elle est, la tendance qu'elle a à le faire, c'est d'avoir une sorte d'interférence, de dialectique, de dialogue entre la mémoire collective et la mémoire historique. La mémoire historique, c'est la mémoire scientifique, c'est celle des historiens professionnels. Elle tend vers l'exhaustivité. Elle n'y arrive pas, mais elle tend. Elle essaye, etc. Elle n'a d'obédience à aucune autorité, sauf l'autorité académique. Alors que la mémoire collective, il est le résultat de rapports de force de toutes les autorités. Elle est politique. Elle est politique, elle est religieuse, elle est sociale. C'est la résultante de toutes les autorités existantes, bien sûr à leur tête l'autorité politique, qui façonne la mémoire collective, qui est sélective, qui est en fin de compte pas juste, parce qu'elle choisit de grossir un événement et d'effacer un autre. Et c'est cette mémoire-là qui fait qu'en réalité, on n'a pas encore un rapport, à mon sens, sain avec notre passé. Tu as parlé tout à l'heure de la mémoire pulvérisée des communistes. La mémoire phagocytée des gens du Nord. Pourquoi je dis phagocytée? Parce que les deux grands partis du Nord, après l'indépendance, ont été absorbés. L'un, il a été absorbé par l'Istiqlal, c'est le parti d'Abdel Khaliq Tourist, Haj Abdeslam Ben Nouna, est devenu Istiqlal, le parti national des réformes a disparu, et le parti de l'unité marocaine de Mekki Nassera a été absorbé en partie par le PDI, par Hizb Shura. Mais on les a phagocytés. Phagocytés, c'est le terme. Et vous avez bien sûr d'autres mémoires. À part ces mémoires-là, vous avez la mémoire des Amazirs, qui est une mémoire occultée jusqu'à ces dernières années. C'est une grande mémoire occultée. Vous avez la mémoire des Marocains juifs, qui a été enterrée. Cette mémoire-là, moi, je lui donne comme tel que refoulée. La mémoire juive est refoulée chez nous. Mais la mémoire enterrée, c'est celle du subsaharien. Totalement, on oublie que pas mal de dynasties sont venues des régions subsahariennes, à leur tête la dynastie qui a construit le malikisme au Maroc, les Almoravides. On a tout oublié, malgré que c'est impacté dans nos visages, dans notre teint, etc., et dans notre musique. Les Gnawa et compagnie, etc., ils sont là, mais il est enterré. La mémoire juive est refoulée, mais la plus, en fin de compte, qui attire l'attention, c'est la mémoire chiite. Effacée. Interdite. Interdite. Maintenant, on vous dit, si vous n'êtes pas malikite et ash'arite, vous êtes hors la loi. C'est M. Tawfiq, malheureusement, ministre des Affaires islamiques, historien éminent, entre autres, qui fait ça. Mais donc, ça, c'est un des mystères, hein, puisque Moulay Idriss, on le sait, était chiite. Qui a fondé un royaume sunnite. Il n'a pas fondé de royaume sunnite. Non, c'est la version, c'est ce qu'on nous dit. Quand on allume les commémorations du Maroc, on nous dit 1200 ans, Moulay Idriss, son voyage, Rachid, Kenza, tout ça là-bas. Ça, c'est la version qu'on a. Elle est comme ça, elle est racontée comme ça dans les commémorations officielles. Nous, on a les documents, Oui, mais je parle pas de vous, hein, je parle de la télé, moi. Oui, bien sûr, on a la monnaie. Déjà, la monnaie avec des termes, avec des symboles chiites, etc. Oui, non, bien sûr. Les prêches du vendredi. Avec l'allégeance à Hussein, Ali, etc. Que ce soit le prêche qui a fait Limsan ou le prêche qu'il a fait à Moulay Rizroun, là, dans cette région-là où il était, c'est après que le sunnisme est arrivé. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est raconté dans nos podcasts. Nous, on raconte l'histoire telle que l'historien la raconte, mais c'est important de voir comment la mémoire a effacé des blocs. Ah oui. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est un historien qui nous le disait, qui était à votre place, je ne sais plus qui c'est, parce qu'on a fait quand même beaucoup de podcasts, qui disait la mémoire collective retient parfois des choses que la mémoire officielle refoule, et en l'occurrence sur le chiisme, il suffit de se promener dans le sud du Maroc et de voir le nombre de Hassan, Ali, qui sont des prénoms très courants, pour voir à quel point la mémoire, c'est peut-être interdit, mais ça existe encore, quoi. Même les fêtes, le fameux Ashura, il est fêté de deux manières. Il est fêté à la manière sunnite, avec Tarija et toute la joie qui est faite, etc. Ashura, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Hussein. Mais dans ma région, par exemple, de l'oriental et dans d'autres régions, on jeûne comme son mot, on jeûne et on est triste. C'est la deux façons d'aborder le même événement. Oui, et il y a même des gens qui portent le turban noir. Donc voilà, on n'arrive pas à interdire une mémoire, c'est la conclusion. Oui, ça continue. Bon, alors comment ça pourrait évoluer donc
il n'y aurait jamais adéquation entre mémoire historique et mémoire collective. Mais c'est la distance entre les deux qu'il faut réduire. Alors comment on la réduit? En faisant des podcasts. Par exemple. Non, on la réduit par ce qu'on appelle, nous, les chocs mémoire et histoire. Des chocs entre les historiens professionnels, la communauté des historiens et les différents pouvoirs sociaux, religieux, politiques qui existent. Alors, où on en est au Maroc, au niveau de ces chocs, mémoire et histoire. Puisque nous parlons des manifestes, on va commencer par les manifestes. Alors, on a débuté, nous, ce choc-là, nous, historiens, en 2005. En 2005, dans l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, qui était dirigé à l'époque par le professeur Mohamed Qabli, et qui préparait un grand ouvrage, je crois que vous l'avez ou vous ne l'avez pas, c'est l'ouvrage Histoire du Maroc, oui. actualisation et synthèse. On avait un problème avec le XXe siècle. Il y avait donc un problème sur le manifeste. Et il y avait Ghallab, qui était directeur de l'Alam, Stiqlalien de première date, etc. Et les historiens lui ont posé le problème. Alors le manifeste, les signataires, c'est 58 ou 66? Vous voyez le... Et pourquoi cette question? Parce que nous, historiens, dans les archives, on trouve 58. Depuis 69... On a rajouté 8 noms. Oui, depuis 69, la version que l'Alam et l'opinion publient, il y a 66. Donc 8 de plus. 8 de plus. Or, Ghallab, il a compris, comme il était intelligent, il a dit le problème, c'est pas le nombre. Le problème, voilà, c'est déjà une... le problème, c'est qu'il y avait tout le Maroc, il y avait toutes les catégories sociales, il y avait tous les âges, etc. Donc voilà, il a répondu par cette pirouette comme ça, en n'allant pas au fond. Donc, le problème reste posé. Pour nous, on a 58. Alors donc, on va reprendre ce truc-là par l'intermédiaire de Zaman. Zaman, si vous vous souvenez, avait une rubrique, un petit rez-de-chaussée, où c'est écrit vrai ou faux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr, un petit encadré. Oui. L'historien Mohamed El Mansour avait écrit, on dit que parmi les signataires du manifeste de l'indépendance, il y a une femme, Malika El Fassi. Elle a été rajoutée après. Il dit, c'est faux. Il n'y a ni Malika El Fassi, ni son mari Mohamed El Fassi. Dans les documents historiques, originaux, il y a 58, il n'y a pas de femme. C'était publié comme ça. C'est un petit rez-de-chaussée. Alors, 2 semaines après, 2 ou 3 semaines après, Zaman reçoit une protestation des hauts commissariats aux anciens de l'armée de libération et de la résistance, et de 6 petits-fils de Malik El-Fassi, qui voulaient vraiment protester contre ça, etc. Ils l'ont mal pris, bien sûr. Et qui est menacé d'ester en justice. Donc j'étais obligé de répondre. J'ai repris le truc, et on me dit, tiens, moi, vous avez écrit à moi, j'avais écrit un texte sur Malik El-Fassi, en partant qu'il était partie prenante de l'indépendance, la réclamation de l'indépendance, comment votre conseiller scientifique pourrait... Donc j'ai répondu par 3 arguments, je crois qu'ils ont eu leur portée, parce que le problème n'a pas été clos, mais il a été plus ou moins compréhensif. Alors, le premier, c'est les archives royales, les archives françaises. Dans les archives royales d'ailleurs, il y a le livre de Hassan II, Le Défi, et dans Le Défi, en parlant du manifeste de l'indépendance, il parle de 58 signataires. Et bien sûr, il y a le document dans les archives françaises. Les archives du parti de l'Istiqlal. En 1946, j'ai un document où le parti de l'Istiqlal, dans sa propagande contre eux, il cite le manifeste et il cite les 58 signataires. En 1946. Tout en parlant, etc. de ça. El-Fassi, le Zaïm, qui a écrit du Caire, l'Harakat al-Istiqlaliya في المغرب العربي, les mouvements indépendantistes dans le Maghreb. Juste une précision sur aujourd'hui sur Wikipédia, juste pour savoir, il y a bien sur Wikipédia aujourd'hui à 66 noms, dont, pour parler puisque le cas qui nous intéressait, c'était celui de Madame Fassi, Abdelkabir ben Mehdi El-Fassi, Malika ben Mehdi El-Fassi, Mohamed El-Fatimi El-Fassi, Mohamed El-Ghali El-Fassi, Abdelkabir Fassi Fahli ben Hafid et Abdelouhab Fassi Fahli. Donc là, il y a bien Malika. Oui. Voilà. Oui. Mais d'où disons la vexation, ou il y a la controverse, ou la polémique,
Mais l'historien pose la question. Sur les 58. Pourquoi ? Donc on m'a interpellé en disant, vous avez parlé de Melik El-Fassi. J'ai dit, oui, je parlais de Melik El-Fassi. Il était au cœur de la réclamation de l'indépendance. Oui, mais pas signataire. Il n'était pas signataire. Alors je fais donc la différence entre être dans le mouvement et signer. Un de ses frères à elle... Justement, c'est pour ça que j'ai donné tous les Fassi, oui, qui doit être là-dedans. Un de ses frères à elle n'était même pas politique. Il était à l'extérieur du Maroc et on a mis son nom. Il n'avait pas de relation organique avec le mouvement d'indépendance comme il l'avait elle et son mari. Lui, il était dans les 58. Ah, il y était ? Il était dans les 58, il n'était pas dans ce truc-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres noms importants. Alors, bien sûr, l'historien se pose la question. Pour répondre à la question, il doit aller vers l'événement. Il doit sortir de sa conjoncture à lui. Pourquoi ? Pourquoi il y a ça ? Alors, donc, l'explication est la suivante, celle que je donne. On est en période de guerre. Et un acte comme ça est un acte audacieux. Bien sûr. La réflexion des communistes n'est pas une réflexion nulle. C'est une réflexion politique. Bon, ils ont payé le prix après, mais c'est une réflexion politique. On pourrait toujours la faire. Donc, la question, dans cette conjoncture exceptionnelle, où le général Leclerc bombarde les nationalistes et les manifestants, la question était la suivante. Et celui qui me l'a soufflé, c'était le petit-fils de Ba'amrani, qui est un des signataires. De ça, il nous a envoyé une lettre à Zaman, et qu'il dit qu'il a des mémoires de son grand-père, etc. Et qu'en réalité, il se posait la question. Si la France nous ramasse tous, qui va continuer la lutte pour l'indépendance ? Il y avait cette question-là. Et la suite. Nous, on met ce geste-là, on est prêt à nous sacrifier, mais il faut que la lutte pour l'indépendance continue. Donc ils ont décidé qu'ils vont laisser dans l'ombre un certain nombre de personnes pour pouvoir prendre le flambeau. En cas de représailles contre les 58. D'ailleurs, Balafrège allait être passé dans le tribunal militaire. Ahmed Balafrège, qui était le secrétaire général, parce qu'El-Fassi était exilé en Égypte. D'accord. Donc Balafrège... Il ne faut pas mettre tous les noms, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est ça, il ne faut pas mettre tout. Donc on n'a pas mis tous les noms. Et c'était normal. D'accord, on n'a pas mis tous les noms. Ça d'un côté. De l'autre côté, pourquoi Melik El-Fassi, Mohamed El-Fassi, alors qu'ils étaient partie prenante ? C'est eux qui faisaient le lien entre le palais et les mouvements nationaux, avec la première mouture, la deuxième, la troisième, ils passaient dans ce truc-là. Parce que quand l'affaire allait être mise à jour, ils ont dit attention, il faut préserver le sultan. Il ne faut pas l'impliquer dans ce travail, alors qu'il a participé à son élaboration. C'est pour ça qu'ils sont allés lui donner, comme à lui, disons, qui était proche du sultan le couple Fassi. Le couple Fassi était donc. Ah, donc le fait que le couple Fassi signe prouvait que le sultan était au courant. C'est ça ce que vous avez dit. Voilà, c'est pour préserver le sultan, on les a pas. Il n'est pas au courant. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé cette forme. Ils étaient dans l'événement, mais ils n'ont pas signé. D'accord. Et ceux qui ont signé, c'est ceux qui étaient. Eh ben, on arrive encore une fois. Tout à l'heure, vous parliez de la concurrence entre la légitimité et la légalité. Là, c'est la même chose. On a la vérité, que le nom n'est pas sur le manifeste, mais la légitimité dit que plus ou moins il devrait y être. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Donc, ils étaient dans l'événement, mais ils n'ont pas signé. Et l'explication, c'est la conjoncture qui la donne. D'accord. Ce n'est pas maintenant que... Donc, voilà l'explication. Merci beaucoup, Simstava. C'était passionnant. Un énorme podcast qui démarre par un exemple concret, qui décortique cette mémoire liée au manifeste de l'indépendance et qui finit par une véritable réflexion sur le rapport que nous avons avec notre histoire. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était passionnant. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.